Oui, bonsoir à tous. Je remercie les grandes conférences de Liège de m'avoir invité à modérer ce débat. Vous allez vite vous apercevoir que je ne suis pas du tout un modérateur, mais plutôt un excitateur. Je suis plutôt là pour qu'il y ait un vrai débat et qu'on ne s'endorme pas. J'avoue que je ne suis pas un adepte du consensus mou et de la langue de bois. Et je trouve qu'un des gros problèmes, effectivement, dont souffre la Belgique, mais surtout la Belgique francophone, c'est cette absence de débat, où le fait on croit qu'il y aura un consensus et que les choses vont s'arranger. Et hélas, l'histoire montre que s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de confrontation, les choses ne s'arrangent jamais d'elles-mêmes. Il faut aller au contact et il faut soulever les problèmes si on veut avoir une chance de les régler. Et trop souvent, je trouve qu'au sud du pays et à Bruxelles, on fait comme si les problèmes n'existaient pas. Un exemple simple, de ce refus de voir la réalité aux dernières élections. Il faut relire la presse francophone au lendemain des élections donc de 2010. Si je ne me trompe pas de date, oui. De l'élection de 2010. C'était extraordinaire. Moi, j'ai écrit un papier le lendemain des élections pour expliquer, vu les résultats, la NVA au nord et le PS au sud, qu'évidemment, il n'y aurait jamais d'entente entre la NVA et le PS. C'est logique. Le PS représente ce que la NVA déteste le plus en Belgique, et ce pourquoi d'ailleurs elle veut la fin du pays, pour rompre avec un système qu'elle dénonce, un système clientéliste, népotique, etc. Donc elle dénonce ce système. Et dans toute la presse francophone, on dit le contraire. Ah mais non, vous allez voir, il y aura un consensus à la belge, ils vont être forcés de travailler ensemble. Et d'ailleurs, dans ce pays, tout le monde travaille ensemble, tous les partis, du PTB bientôt, puisque le PTB va faire son entrée au Parlement sans doute, grâce à la Wallonie, donc d'un parti maoïste, quasiment au Vlaams-Belingue. C'est merveilleux, tout le monde s'aime. Et qu'est-ce qui a eu lieu ? La plus grande crise de l'histoire, quasiment, je crois, de l'humanité. 451 jours. Je crois que dans les démocraties modernes, on n'a jamais vu ça. 451 jours sans gouvernement. Et on nous expliquait jour après jour, mais si. C'est encore pire, c'est 541. 541, voilà. 541 jours. 541. C'est une dramatique. Et on a vu, donc c'est encore une fois, et jour après jour, on nous expliquait que ça allait déboucher. Mais non, ça ne pouvait pas déboucher. Bon. Et là, depuis 2 ans, on a le grand anesthésiant au pouvoir, et on fait comme si, il n'allait rien se passer, que c'était terminé. Or là, vous avez vu, hier, la Libre Belgique a publié son sondage habituel, avant les élections, qui auront lieu donc le 25 mai, en même temps que les élections européennes, et les élections en Ukraine, si elles ont lieu. Et qu'est-ce que montre ce sondage ? Que la NVA continue son ascension au nord du pays, qu'aujourd'hui, les indépendantistes, si on met dedans le Vlaams-Belingue, sont majoritaires au nord du pays, qu'on trouve aussi dans les partis traditionnels comme le CDNV, etc., une forte tendance, peut-être pas indépendantiste, parce que certains n'osent pas employer le mot, mais disent confédéraliste, mais au final, ils ont cette même idée derrière la tête, alors qu'au sud, on voit un PS qui reste toujours aussi dominateur, et surtout une apparition sur la scène du PTB, donc parti maoïste, puisque je pensais qu'il était trotskiste, enfin d'extrême gauche, et qui montre à quel point le Sud se braque sur ses acquis et refuse tout changement. Donc chacun part de son côté, et évidemment ça confirme ce que moi j'ai toujours pensé. Ça fait 20 ans que je suis en Belgique, donc je commence à connaître le pays. Dès que je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est un pays qui est en voie d'évaporation. Alors l'évaporation, elle peut être rapide ou elle peut être lente. Ça dépend un petit peu du feu qu'il y a sous la casserole. Là, en l'occurrence, je ne crois pas à l'explosion demain du pays. Mais au rythme où il est parti, au rythme où se constituent 2 espaces politiques, 2 démocraties qui s'ignorent totalement et qui se retrouvent seulement à Bruxelles de temps en temps, je pense que ce pays, en tant qu'État, n'a pas un avenir glorieux. Ce qui m'inquiète, parce que si ça continue comme ça, je veux dire que ça risque même de donner un mauvais exemple à d'autres pays, et ça pourrait peut-être subvertir même l'idée européenne, celle à laquelle je suis le plus attaché. Alors pour débattre de ces questions-là, donc est-ce que la Belgique a encore un avenir ? Est-ce que finalement cette vision plutôt noire qui est la mienne de l'avenir du pays, et en grande partie parce que ce pays et le sud de ce pays ne veut pas débattre et traiter des vraies questions, celles qui doivent être mises sur la table, et on doit se confronter ce point de vue avec les Flamands, parce que toutes les demandes flamandes, ou disons même celles de la NVA, ne sont pas idiotes et mériteraient un véritable débat. Donc est-ce que cette vision-là se vérifie
risque de se vérifier ou pas, ou est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir? Alors, je propose de donner la parole à chacun des intervenants pendant une dizaine de minutes maximum, puis ensuite on commence le débat. Christian Bérend va commencer pour nous faire peut-être un état des lieux, ce qui s'est passé après la dernière réforme de l'État, vous savez, la der des der, hein, c'est comme en 14-18, la der des der, et qui annonce en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y en aura une suivante, comme il se doit. Christian? Un grand merci, Monsieur Quatremer. Ce qui est toujours difficile dans ce genre de débat, vous êtes invité comme expert et on ne veut pas être expert, parce que vous le savez comme moi, l'expert est celui qui parle avec certitude de l'avenir et après, quelques mois après, vous explique avec certitude pourquoi l'avenir ne s'est pas passé comme il avait pourtant bien prédit. Donc, je ne vous parle pas comme expert, je vous parle comme enseignant, comme citoyen, comme observateur. Vous me permettrez de dire quelques mots sur la réforme de l'État parce qu'elle me paraît quand même importante. La réforme de l'État a au total eu 3 volets qui ont été approuvés et qui vont successivement entrer en vigueur, soit parce qu'elles le sont déjà, soit elles entrent en vigueur au 1er juillet prochain, soit pour les volets financiers au 1er janvier de l'année prochaine, 2015. Premier volet, c'est d'abord 3 lettres qu'aujourd'hui plus personne n'emploie, mais qui ont quand même accaparé le pays et l'attention médiatique et politique et institutionnelle pendant un peu plus de 300 jours quand même, sur ces 541, à savoir BHV. Le premier réglé électoralement et judiciairement. Judiciairement, il y a un dédoublement au niveau du siège et une scission du parquet de Alville-Vorte. Ça ne vous intéresse pas du tout, hein. Je vous dis tout de suite, ça ne vous intéresse pas du tout, mais vous avez, comme beaucoup de monde dans ce pays, été pris en otage par un certain nombre de tensions autour de ce dossier. BHV électoral, ça c'est intéressant. Et là, il y aura à Bruxelles et à Alville-Vorde, il y aura dorénavant 2 circonscriptions électorales, une pour Bruxelles et une pour le Brabant flamand, mais subtilité belge, dans 6 communes, les fameuses 6 communes périphériques, la possibilité pour les électeurs de ces communes de pouvoir exprimer leur suffrage à Bruxelles. Juste pour vous dire à quel point, parfois le diable est dans le détail, quand vous examinez cette question, comment faire en sorte qu'un habitant de ces communes peut voter à Bruxelles? Plusieurs possibilités s'offrent. Vous pouvez d'abord penser, il doit prendre sa voiture et aller dans la plus prochaine commune bruxelloise pour y exprimer son suffrage. Puis vous vous rendez compte que ce sont des communes qui, notamment Rode-Saint-Genèse, est peuplée à 85, voire 90% de francophones. Si maintenant tous les francophones le matin prennent la voiture pour aller à Uccle voter, mais vous imaginez non seulement les embouteillages, vous imaginez les problèmes de sécurité, mais surtout vous imaginez l'image calamiteuse que ça provoquerait pour la prétention que cette commune est une commune flamande. Si 90% des gens se mettent sur la route pour la quitter, le jour des élections, donc vous voyez tout de suite que ce genre, la pratique n'est jamais très loin de la théorie. Vous pouvez faire un droit de vote ailleurs, ça existe déjà dans les fourrons qui peuvent venir à Aubel voter. Mais donc dans ces 6 communes-là, finalement, il a été décidé que ces personnes peuvent voter sur place. Alors, deuxième question, juste pour vous montrer à quel point il faut penser dans le détail. Le bulletin de vote. Pensez bulletin de vote, eh bien on va leur donner 2 bulletins de vote, un pour Bruxelles et un pour le Brabant flamand, ils l'utiliseront celui qu'ils voudront. Mais qu'est-ce que vous faites alors avec l'activiste flamingant qui sortirait de l'isoloir et qui brandirait le bulletin non utilisé? On verrait tout de suite, on pouvait presque en faire une arme politique. Donc il faut absolument que les 2 possibilités de vote, Bruxelles et Brabant flamand, soient sur le même bulletin. Mais ça pose une autre question. Lequel mettons au-dessus? Ah oui, mais attention, hein. Vous allez mouiller les cantes, hein. Il faut penser à tout. Alors la solution a été, d'abord on s'est dit, mais est-ce qu'on va tirer ça au sort? Non, ça ne va pas. Côté flamand, c'est impossible puisque ces communes sont quand même en Brabant flamand. Donc il faut mettre ça au-dessus. Oui, mais ça... Si vous mettez ça au-dessus, on dit les francophones, ça laisse apparaître, ça induit l'idée que, préférentiellement, vous devriez voter pour ces gens-là. On ne peut pas faire ça non plus. Alors la solution du siècle a été de faire j'ai du mal à vous montrer ça ici, c'est un formulaire où vous pouvez le prendre dans les 2 sens, vous avez toujours le au-dessus, voyez-vous? Donc, une fois... Ah oui, mais... Et pour ce genre de truc, vous avez besoin d'experts. Voilà, là, vous avez besoin d'experts. Et ils l'ont vraiment fait, hein. Moi, je croyais que n'allait pas le faire. Vous dites ça presque comme une bouteille. Vous dites, vous pourriez faire un formulaire, vous voyez, vous mettez ça dans les 2 sens, et on vous regarde très sérieusement, on vous dit, c'est une très bonne idée. Et ça va être comme ça. Donc, tout
dire, donc ça c'est BHV, pas où en parler davantage. Donc ça, ceci n'est pas un bulletin, c'est ça? Ceci n'est pas un bulletin, mais ça fonctionne. Enfin, j'espère que l'électeur comprendra. Bon. Deuxième volet, c'est le volet transfert de compétences. Alors ça, c'est important parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, cette 6e réforme de l'État transfère non seulement des postes du budget général des dépenses de l'État, mais également d'un petit bijou que nous avons et duquel, je pense, on peut être fier. Nous ne pouvons peut-être pas être fiers de tout. Et Jean Quatremer a déjà montré un certain nombre de choses desquelles nous ne pouvons peut-être pas être fiers, mais une chose de laquelle nous pouvons être fiers, je pense sincèrement, pour avoir voyagé un tout petit peu comme nous tous, et comme beaucoup de personnes dans la salle aussi, nous nous sommes rendus compte à quel point notre système de sécurité sociale est performant. Ça, je le pense sincèrement. Et donc, nous avons à côté du budget général de l'État, qui est actuellement de 100 milliards, 100 milliards 2, il y a à côté un deuxième budget, qui est de 75 milliards, et qui est le budget ONSS. Et donc, pour la première fois, cette 6e réforme de l'État, jusqu'à présent, les 5 autres réformes ont chaque fois grappillé dans le budget général des dépenses de l'État, mais jamais dans le budget ONSS. Alors, l'excellente question de quelqu'un dans la salle, que pourrait évidemment être, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul budget pour ONSS et État fédéral? Eh bien, pour une fois, le monde politique a protégé, en quelque sorte, a créé un verrou contre lui-même, parce que, évidemment, si c'était un seul budget, si vous manquez 4 milliards dans votre budget, on prend un peu dans la caisse de pension, hein, avant que tout ce beau monde parte à la pension, on le remettra en temps pour temps. Hein. Évidemment, vous faites ça pendant 10 ans, vous avez des trous affreux dans votre budget, mais votre budget aurait été annuellement à l'équilibre. Alors pour éviter ça, comme quoi on peut quand même faire des choses de temps à autre bien, le budget de l'ONSS, chez nous, a toujours été à côté du budget de l'autorité fédérale. Donc nous avons 100 milliards dans le budget de l'autorité fédérale et 75 à côté dans le budget ONSS. Et là, pour la première fois, on va soustraire quand même à peu près 12-13 milliards du budget de l'ONSS. Donc c'est quand même important. Donc nous allons pour plus de 10%, largement au-dessus de 10%, délester le budget de l'ONSS. Donc ceci est c'est pas une scission de l'ONSS dans son ensemble, bien sûr, mais c'est quand même une scission d'une petite partie de l'ONSS, notamment dans les allocations familiales. Donc ça, c'est important. Ça veut aussi dire pourquoi cette réforme est technique, parce que ce n'est pas évident de régler ça, parce que ça doit forcément marcher le premier jour. Et troisième volet, et puis je vous rends très volontiers le micro, le troisième volet, ce volet fiscal. Au 1er janvier 2015, l'IPP, l'impôt des personnes physiques que nous payons tous, va être scindé en 2 parties. Donc le fédéral va vous annoncer une excellente nouvelle, c'est que votre IPP va être réduit de moitié. Très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Par contre, la région va vous annoncer qu'elle va créer un IPP pour l'autre moitié. Mais dans des proportions, évidemment, qu'elle doit déterminer. Et là, je trouve comme démocrate, nous avons une opportunité importante. Parce qu'évidemment, ce sont les nouveaux parlements régionaux qui vont déterminer le montant de cet impôt et les modalités. Je vais vous donner 2 exemples. D'une part, évidemment, la question des exonérations qui sont possibles. Et d'autre part, des mesures spécifiques, et là je pense notamment, tous ceux qui sont dans la salle qui ont, le cas échéant, un crédit hypothécaire en cours, vous savez que le crédit hypothécaire peut être déduit de votre IPP, à concurrence, si vous voulez être tout à fait précis, de 2770 € annuels par tête de ménage, par les 2 couples. Si vous êtes 2, ça fait 2 fois 200, 2770. Eh bien, dorénavant, ça va être la région qui va décider si oui, cette déduction est maintenue, et deuxièmement, à quel montant. Et actuellement, nous avons une philosophie plutôt libérale qui consiste à dire tout le monde a droit à ça. Si votre impôt dépasse ça, vous pouvez déduire ça. On peut évidemment être, je dis ça, parmi plusieurs possibilités. Si vous êtes académique, il faut être honnête et présenter toutes les possibilités. Ça, c'en est une. Mais il y en a une autre qui, évidemment, c'est de dire ah ben, si votre revenu annuel du ménage dépasse un certain seuil, vous avez droit à une réduction moindre. Voilà. Voire aucune. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont des questions idéologiques qui vont être débattues par le nouveau Parlement, et donc ce nouveau Parlement va décider ça en fonction, évidemment, des majorités parlementaires existantes et des coalitions existantes. Donc, il y a des vrais enjeux à l'avenir, je crois, indépendamment même du débat plus fondamental, et sur lequel je vais juste dire un dernier mot, qui est la répartition des sièges à la Chambre. Actuellement, à la Chambre, et là je suis d'accord avec Jean Quatremer, il ne faut pas se laisser anesthésier par un discours qui consiste à comme le serpent, il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais de problème. Je vais quand même vous dire que
Ça, il faut éviter comme discours. Il ne faut pas être alarmiste, mais il ne faut pas non plus faire comme s'il n'y avait aucun problème. Actuellement, la Chambre des représentants, vous le savez, a 88 membres néerlandophones et 62 membres francophones. Alors, évidemment, vous comprenez tout de suite que l'enjeu est au nord du pays. Hein. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau fédéral pour les élections? Pour cet enjeu-là, rien. Rien, puisqu'évidemment, aucun d'entre nous, pourvu que vous soyez domicilié dans une commune de la région wallonne, vous n'avez aucunement la possibilité de voter pour une liste flamande. Donc, nous, on peut juste regarder. On peut aller voter, mais pour le reste, on ne peut rien faire. Dave peut voter, lui. Un scrutin. Voilà. Mais votre avenir dépend de moi. C'est à peu près ça. Et moi, je suis spectateur aussi. Hein. Voilà. Bon, alors, côté néerlandophone à la Chambre, actuellement, donc ce sont là les résultats de 2010, forcément, c'est ça la répartition de sièges que nous avons actuellement. NVA 27, Vlaams Belang 11 et une indépendante qui relevait du Vlaams Belang, qui est maintenant indépendante, encore une, plus l'AS de Dekker, Monsieur de Dekker qui est toujours là tout seul. Donc ça fait 40. Et ça fait 40 personnes potentiellement acquises à l'idée de soit enrayer le système de bon fonctionnement du système fédéral, voire même acquises à l'idée d'une indépendance à plus ou moins long terme. Alors, on peut me dire, ouais, mais 40, ma foi, 40 sur 150, ce n'est pas grand-chose, 40 sur 150. Mais il faut bien savoir que dans notre pays, si vous voulez voter une loi spéciale pour toute décision importante, il vous faut une majorité dans chaque groupe linguistique. Alors, le groupe linguistique néerlandais a 88 membres, la majorité, c'est 45. Actuellement, déjà, ils ont 40. Alors, ça vous a peut-être jamais remarqué, vous n'avez peut-être jamais vu ça comme ça, parce que les 40, dans la presse francophone, on ne leur donne pas le droit de citer, le bloc, déjà, on ne l'invite pas. L'indépendant de Dekker, de temps à autre, pour nous distraire, on l'invite. La NVA, ça, on sait, mais il y a un qui, quand il daigne bien nous parler. Bon, voilà. Et donc, au fond, vous ne les voyez pas tellement, mais je voudrais quand même vous dire que la majorité gouvernementale actuelle n'a que 43 sièges, donc en fait n'a pas les 45 non plus. Le système fonctionne parce que Groen rend de temps à autre de bons et loyaux services. Mais déjà actuellement, si vous prenez la majorité gouvernementale à 43 et les indépendantistes, Belang et NV ensemble, que je n'associe pas pour d'autres questions, on va dire programmatiques ou idéologiques, mais quand même sur ce point on peut les associer, j'arrive à 40 sièges. Donc, si maintenant vous envisagiez un accroissement important de sièges dans ce groupe, au bénéfice d'un certain nombre de partis, ce sont quand même des questions auxquelles il faut consacrer un tout petit peu d'attention. Et donc, autant on peut être optimiste, c'est très bien d'être optimiste. Un optimiste, c'est celui qui voit des opportunités dans chaque difficulté. Donc, c'est très bien, on peut voir des opportunités, mais il faudrait quand même dire, déjà actuellement, nous avons Parlement fédéral à la Chambre des représentants, dans un groupe linguistique néerlandais de 88 membres, 40, donc 5 en dessous de ce qu'il faut pour avoir la majorité dans ce groupe, qui sont en faveur d'un certain nombre de thèses. Voilà. Dave, votre tour. Oui, merci beaucoup. Votre tour. Oui. C'est un petit peu, ça semble être un petit peu une course à être le plus alarmiste jusqu'ici, donc je vais me sentir obligé d'essayer de faire entendre peut-être un autre son de cloche, je ne sais pas. En ce qui concerne la presse, c'est vrai qu'après les élections de 2010, il y avait cette tendance à dire oui, mais PS et NVA vont trouver une certaine entente. Je crois que c'était surtout parce que tant chez le PS que chez la NVA, il y avait des signaux dans cette direction qui étaient véhiculés, hein, et que les analyses de la plupart des journalistes politiques sont basées sur ce qu'ils entendent dans les partis. Et si c'est le PS, on dit mais finalement ce parti il est bien sympathique, on a passé un week-end avec lui à Volozelo, il a l'air très 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 ok. Si c'est la NVA, on dit aussi oui, peut-être qu'il y a quand même des moyens d'entente avec le PS. Voilà, il y aura des analyses dans ce sens qui vont sortir. Il y a aussi eu d'autres moments, je me rappelle, fin de l'été 2007. Hein. Donc on avait eu les élections en juin 2007, le 13 juin si je ne me trompe, 13 juin 2007. Et alors, fin de l'été, on n'avait toujours pas de gouvernement. Hein, on était en train de négocier déjà pendant plus de 2 mois. Et donc, c'était incroyable. On ne pourra jamais plus faire un gouvernement. Tout le monde était en panique. Et il y avait vraiment des débats, tant dans le Soir que de Standard et les autres journaux, les autres médias. La fin de la Belgique, le séparatisme. Bon, maintenant, hein, quelques années plus tard, après les 541 jours,
Une formation de 2 mois semble une promenade dans le parc, hein, mais à ce moment-là, tout le monde était complètement en panique et on annonçait déjà la fin de la Belgique. Donc, la presse a quand même parfois tendance à être très alarmiste, à surréagir aussi. Voilà. Et bon, et à certains autres moments, il retombe dans une autre, enfin dans l'autre extrême, on pourrait dire. Moi, j'ai jamais été un de ceux qui disaient que le PS et la NVA allaient facilement trouver un accord. Moi, j'y ai jamais vraiment cru, je dois dire. Donc dans ce sens-là, je crois effectivement qu'il y avait une certaine naïveté, mais peut-être chez les partis eux-mêmes aussi. Je crois que la NVA ne savait pas encore très bien ce qu'ils voulaient faire finalement. Est-ce qu'ils veulent entrer dans un gouvernement fédéral? Probablement pas. En même temps, s'ils ont une grande réforme de l'État, pourquoi pas? Enfin, tout ça n'était clair pour personne à ce moment-là, je crois. Maintenant, sur la question de l'évaporation, je trouve ça toujours un thème, ou un mot très intéressant, évaporation de la Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez un État qui s'est jamais évaporé automatiquement, de façon naturelle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît un État qui s'est évaporé. Je crois que ça n'existe pas vraiment, les États qui s'évaporent. Je crois que c'est une formule qui est utilisée notamment par la NVA, par Bart de Wever, pour donner l'impression qu'une volonté politique très claire, qu'un programme politique très clair pour laquelle œuvre la NVA, finalement ce n'est qu'un processus naturel, une sorte de loi de Darwin, pour ne pas effrayer les gens, hein, parce que c'est ça un petit peu le problème. Ça reste quand même un des problèmes de la NVA, c'est que c'est un parti nationaliste flamand et un parti séparatiste, hein, c'est quand même dans leur statut, qui doit essayer de devenir incontournable dans une région où il n'y a que 10 à 15% de séparatistes. C'est un peu ennuyeux. Et donc on commence à dire oui mais non, on n'est pas séparatiste et finalement il y aura une évaporation, c'est très normal. On est pour le confédéralisme et le confédéralisme, oui, c'est quelque chose, c'est pas très grave, enfin c'est quelque chose de très sympa, et personne comprend, donc c'est très bien. Donc ça c'est quand même un élément important, parce que bon, évaporation, hein, donc quelle est la thèse de l'évaporation? C'est de dire bon, on est dans une logique où il y a plus en plus de compétences qui vont vers l'Europe, plus en plus de compétences qui vont vers les régions, et donc automatiquement, à un certain moment, il n'y aura plus de Belgique et on ne va même pas s'en rendre compte. Bon, moi, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, le projet d'intégration de l'Union européenne va vraiment si bien que ça, que demain, soudainement, toutes les compétences fédérales seront européennes, et notamment la sécurité sociale. Je ne vois pas directement demain un système de solidarité interpersonnelle entre les 28 États membres de l'Union européenne. Donc si on veut faire évaporer la Belgique, comme on dit, il faudra scinder la sécurité sociale. Et ça me semble quand même toujours pas aussi évident aujourd'hui. Et on vient toujours au même problème, c'est Bruxelles bien sûr. Aucun projet séparatiste ou confédéraliste ou comment on veut l'appeler, de désintégration de la Belgique a jamais proposé un modèle crédible pour Bruxelles. Ça n'existe pas. La NVA a maintenant proposé dans son programme confédéral de scinder les pensions, de scinder les allocations de chômage, enfin de scinder la sécurité sociale, aussi l'impôt des personnes physiques, hein, pour Bruxelles. De me scinder, et donc à Bruxelles d'organiser 2 systèmes, un système flamand et un système wallon. Bon, c'est clair que ça ne va jamais se passer comme ça, parce que déjà les partis francophones ne vont jamais être d'accord, mais d'ailleurs il n'y a aucun autre parti flamand non plus qui est sur cette ligne, sauf peut-être le Vlaams Belang, mais je ne crois pas qu'ils seront vraiment à la table le jour où il faudra négocier de telles choses. Donc ça reste un problème, ça reste... et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, enfin, comme vous l'a montré mon collègue, on entre après la 6e réforme de l'État dans une Belgique beaucoup moins complexe que dans le passé. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on avait promis à un certain moment. Et notamment à Bruxelles, les partis flamands comme le CD&V se sont heurtés à un problème qui est que d'un côté, ils voulaient scinder par exemple les allocations familiales, de l'autre côté, ils voulaient baser le système sur les 2 communautés. Mais il fallait choisir, justement, parce que, à nouveau, il n'y avait pas, enfin, même plusieurs partis flamands étaient contre cette option, et surtout les partis francophones. Il y avait aussi des problèmes juridiques. Il y a simplement aussi le problème qu'il est très difficile d'organiser un système de sécurité sociale où on laisse le libre choix aux gens qui habitent un certain territoire de choisir un système ou un autre. Hein. Un système de sécurité sociale part d'une obligation de faire partie du système et pas de pouvoir choisir entre différentes options.
Et donc, finalement, maintenant, on a trouvé cette solution miracle de la commission communautaire commune, mais ce qui veut finalement dire que c'est une régionalisation qui dit pas son nom, en fait, hein, c'est ça. Donc, en fait, on organise ça au niveau bruxellois, ce que voulait pas notamment le CDNV. Et bien, dans le futur, si l'on veut aller plus loin dans l'autonomie, ce sera probablement aussi dans cette direction-là. Donc, tout ça n'est pas très simple. Il n'y a pas vraiment de solution miracle, notamment pour Bruxelles. Donc je ne vois pas très bien comment on peut vraiment faire encore des grands pas dans le futur. Néanmoins, on va certainement encore débattre de la question. On va avoir des nouvelles réformes. Hein. C'est un peu un mouvement perpétuel, un perpetuum mobile. À chaque réforme de l'État, et notamment du côté flamand, on dit... oui, mais le système est trop complexe. Le système n'est pas très clair. Les compétences sont éparpillées. Il faut plus de compétences homogènes. Il faut clarifier tout ça. Et donc, quelle est la solution miracle? Une nouvelle réforme de l'État. Et alors on négocie pendant 541 jours, on met tout à plat, on ne peut pas parler des pensions parce qu'il faut absolument parler des scissions d'arrondissements électoraux, etc. Et donc finalement quel est le résultat après cette fois-ci 541 jours, et même beaucoup plus puisque ça fait déjà depuis 2007 qu'on en parle. Le résultat est bien sûr un système encore plus complexe, encore moins clair, avec des compétences encore plus éparpillées. Et alors on voit ça, oui, alors c'est quand même... Ouais. Pas très enthousiasmant, oui, c'est vrai que c'est toujours pas très bien. Mais alors, on a une nouvelle solution. Alors ça va régler tout, ça va rendre tout beaucoup moins complexe, beaucoup plus clair, beaucoup plus homogène. C'est une nouvelle réforme de l'État, la prochaine. Hein, et donc, donc ce qui n'a pas marché dans le passé, on va le réutiliser dans le futur. Bon, moi j'espère qu'à un certain moment on va peut-être se rendre compte que c'est peut-être pas seulement la réforme de l'État qui est la grande solution. D'ailleurs, les compétences homogènes dans le contexte actuel où on a aussi l'Europe, où on a ce qu'on appelle en sciences politiques le multi-level governance, hein, donc la gouvernance à multiples niveaux, c'est une illusion. Hein, je veux dire, la politique de l'environnement est éparpillée maintenant du niveau le plus local au niveau le plus global, le plus international. Et entre eux, il y a les régions, il y a le national, il y a l'Europe, il y a les organisations internationales, et il n'y a pas beaucoup d'autres façons de faire aujourd'hui. Donc je crois que c'est aussi, à un certain moment, la question est aussi de reconnaître que la complexité, c'est simplement la politique aujourd'hui, qu'il faut arrêter de créer ces illusions de clarté et d'homogénéité dans le futur. Une question, vous dites qu'au Nord, il n'y aurait que 15%, de 10 à 15% de gens qui seraient indépendantistes. Oui, je suis désolé d'être pas trop alarmant avec ça. Hein. Mais alors justement, donc l'article 1er du statut de la NVA, c'est l'indépendance. Alors, ce que vous voulez dire, c'est le Vlaams Belang, c'est la même chose, hein, ça fait partie de leur statut. Donc la question c'est, est-ce que quelque part les Flamands ne feraient pas de l'indépendantisme sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir? Parce que c'est quand même affiché. Donc quand on vote pour un parti qui est aussi clairement indépendantiste, ça veut quand même dire quelque chose. Et s'il n'y a pas un gap, donc quelque chose de pas compréhensible vu de l'extérieur. Oui, je comprends que vu de l'extérieur, notamment, c'est pas très simple. Mais bon, je peux que constater que c'est le résultat de toutes les études sérieuses qui ont été faites sur le sujet, que ceux qui défendent l'idée de la disparition ou de l'évaporation, si vous préférez, de la Belgique, en Flandre, c'est 10-15%. Voilà, c'est un chiffre stable depuis très longtemps. Et d'ailleurs, la NVA a compris que ça c'est plus ou moins le chiffre, parce que l'indépendance est dans ses statuts, mais elle ne parle jamais d'indépendance. Depuis des années, elle parle de confédéralisme, parce qu'elle sait très bien que personne ne comprend très bien ce que c'est. Et parce qu'aussi d'autres partis flamands ont aussi commencé à parler de confédéralisme dans le passé. Donc, en fait, le confédéralisme, c'est une stratégie politique. Hein. Donc, le CDNV et le VLD ont utilisé le mot confédéralisme, tandis qu'en fait, quand on analyse leur programme, ils sont toujours pour un modèle fédéral, mais avec plus de compétences pour les régions et les communautés. Mais ils ont utilisé le confédéralisme parce que ça sonnait plus révolutionnaire, plus radical, plus costaud, plus flamand à un certain moment. Tandis que c'est l'inverse. Eux, ils sont en fait séparatistes, mais ils utilisent le confédéralisme justement parce que ça sonne moins révolutionnaire, moins radical et moins costaud que le séparatisme. Donc en fait, personne en Flandre n'est confédéraliste. Il y a des séparatistes, il y a des fédéralistes, mais les deux ont tendance, pour des raisons inverses, à s'étiqueter comme confédéralistes. En fait, l'indépendantisme, c'est celui des élites, alors, d'une partie des élites.
En partie, oui. Enfin, mais comment est-ce que la NVA a commencé à connaître du succès? Parce que je crois qu'à un certain moment, d'abord il y avait Geert Bourgeois comme président de la NVA, qui déjà, c'était quelqu'un qui avait appelé à ne plus participer à des jeux télévisés comme responsable politique. Donc voilà, le résultat, il avait même pas 5% en 2003. Il était tout seul là à la Chambre ou au Sénat, je sais déjà plus très bien. Et après est venu Bart de Wever qui lui avait passé au Slimste Mens pendant un public d'1 million de Flamands tous les jours pendant 12 jours. Mais surtout une autre différence, c'est que Bart de Wever, Geert Bourgeois vivait un petit peu, je crois, dans son propre monde où tout le monde était nationaliste flamand et tout le monde était séparatiste. Tandis que Bart de Wever vivait dans le monde réel et a compris, en fait, il n'y a pas autant de nationalistes en Flandre que ça. C'est un peu un problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc focaliser notre discours sur les thèmes qui intéressent les Flamands, notamment les thèmes socio-économiques. Vous payez trop d'impôts, il n'y a pas de vraies réformes, les chômeurs reçoivent trop d'argent, et aussi un peu sur l'immigration, ça c'était surtout plus dans le passé. Il y a trop d'immigrés qui ne s'adaptent pas assez à notre culture, pas le discours Vlaams Belang, plus nuancé, pas raciste du tout, mais quand même critique pour la politique de l'immigration. Et Bart de Wever a lié ça au communautaire. Il a dit la raison pour laquelle vous payez trop d'impôts, la raison pourquoi les chômeurs ont trop d'argent, la raison pour laquelle il y a trop d'immigrés, c'est la Belgique, c'est le PS, parce que le PS défend des propositions complètement différentes que la majorité de la Flandre. Le PS veut une politique frontière ouverte, le PS veut taxer tout le monde, le PS veut donner tout l'argent aux chômeurs. Je simplifie un petit peu, mais c'est quand même le discours toujours aujourd'hui. C'était quand même l'idée quand il a déversé des faux euros en Wallonie. Absolument, oui, c'est ça. Et donc ça, c'était le discours. Donc l'autonomie, un vrai nationaliste, et je crois que la NVA, c'est des vrais nationalistes, un vrai nationaliste, c'est quelqu'un pour qui l'autonomie est un but en soi. Donc, le nationaliste croit qu'il y a, dans ce cas-ci, une identité flamande, une nation flamande, une culture flamande, et pour cette raison-là, et simplement pour cette raison-là, il veut plus d'autonomie, il veut peut-être même un État indépendant. Bon, ça c'est le degré de... tandis que le discours de la NVA, c'est devenu pas l'autonomie comme but en soi, parce qu'on a une identité, une nation, non, parce que nous on vote à droite et les Wallons votent à gauche, et qu'en Belgique, c'est toujours les Wallons qui décident et les Flamands n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est un peu ça. Donc ça peut convaincre ce discours, pas seulement les 10% de nationalistes, mais aussi ceux qui veulent payer moins d'impôts, qui veulent moins d'immigrés, etc. Et alors, maintenant, la NVA est allée dans cette campagne-ci encore un pas plus loin, parce qu'avant, c'était plus l'autonomie comme but en soi, mais comme moyen. Et maintenant, on parle même plus vraiment de l'économie. Et maintenant, la NVA dit, si on veut entrer dans un gouvernement fédéral, socio-économique, on laisse de côté un peu l'autonomie et on mène un programme de droite. Pour moi, maintenant, je suis assez sceptique sur le fait s'ils veulent vraiment ça. Enfin, moi, je crois qu'en fait, le PS est le meilleur allié de la NVA, parce que si demain, effectivement, on a un gouvernement fédéral de droite sans le PS, toute l'analyse de la NVA pour demander plus d'autonomie tombe à l'eau finalement. Parce que pourquoi encore vouloir plus d'autonomie si on peut gouverner et faire un programme qui est soi-disant le programme majoritaire en Flandre. Ça, on peut encore en discuter si c'est vrai aussi, parce que je ne suis pas sûr que la majorité des Flamands, par exemple, veut absolument se débarrasser de l'index. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, quand on regarde les sondages, d'avoir un PS dans l'opposition, il faudrait imaginer le MR s'alliant au PTB. Bon, c'est vrai que tout est possible en Belgique, mais là, ça me paraît quand même un peu difficile. Donc, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, là, parce que, en fait, on a déjà connu dans le passé 3 ans pendant les années 70 et 7 ans pendant les années 80, comme une période assez importante, les gouvernements Mertens-Goll, c'était des gouvernements de centre-droit qui n'avaient pas de majorité dans le groupe linguistique francophone à la Chambre, et dont faisait pas partie le plus grand parti francophone qui était le PS à ce moment-là aussi. Comme aujourd'hui, c'est pas complètement exclu. Oui, c'est pas exclu. Mais comme aujourd'hui en Flandre d'ailleurs. Comme aujourd'hui en Flandre, oui. En fait, pour terminer, ce qui est intéressant, est-ce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais depuis 1970, donc ça fait 44 ans, on a connu 16 ans où il n'y avait pas de majorité dans un des deux groupes linguistiques. 10 ans du côté francophone, 6 ans maintenant du côté flamand, donc c'est pas si bizarre que ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est tout à fait légitime. Je trouve qu'au niveau fédéral, il faut une majorité fédérale, et bon, qu'il y ait une majorité dans l'un ou l'autre groupe linguistique, en fait, je trouve pas ça important. C'est créer une difficulté, un moyen de blocage supplémentaire, en fait, ce qu'on appellerait en Flandre un verrou,
qui rend encore plus difficile de former des coalitions idéologiquement cohérentes. Mais Christian, est-ce qu'au fond, une solution pour éviter des réformes de l'État à répétition, et tout le monde s'y perd, et les étudiants en droit s'y perdent aussi énormément. Ma fille, qui est en droit, découvre les subtilités du droit constitutionnel belge. Elle n'est pas à Liège, j'espère. Non, elle devient folle. Elle devient folle en découvrant à quel point c'est complexe. Et est-ce qu'une solution, ce ne serait pas d'appliquer tout simplement la constitution belge qui prévoit, au fond, de dire quelles sont les matières qui relèvent du fédéral, c'est-à-dire de se mettre autour de la table et de poser la question de confiance. On dit au parti flamand, et au parti flamand, parti francophone, chacun dit qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire ensemble? Et au fond, ça permettrait peut-être de vider la querelle une bonne fois pour toutes. Pourquoi on ne passe pas par finalement cette confrontation directe, ce qu'avait proposé à un moment Didier Reynders, même si c'était pour des motifs non avouables, mais en tous les cas, il l'avait proposé. Oui, mais alors, ça dépend combien de... La question est très intéressante. Mais pour y répondre, il me faudrait savoir à combien, dans le groupe linguistique néerlandais, sont ceux qui veulent une solution pour le pays ou pas. J'entends bien mon collègue David Sinadet, c'est-à-dire que, bien entendu, il n'y a que 15%, les statistiques sont tout à fait justes, d'indépendantistes véritables en Flandre. Mais ça me sert à peu de choses si à la Chambre des représentants, j'ai 45 députés qui sont en faveur de ça. Alors on peut dire qu'ils ne sont pas représentatifs. Oui, mais ils ont été élus, peut-être pour d'autres raisons, mais quand même été élus. Ils sont là. Nous n'avons pas de mandat impératif. Donc je ne suis pas, moi, je ne suis pas du tout alarmiste, mais je constate qu'un gouvernement qui, d'une manière définitive, ne serait pas en mesure de ne fût-ce que proposer l'adoption d'une loi spéciale qui modifierait l'un ou l'autre point important de fonctionnement du pays. Un gouvernement qui pourrait même pas s'appuyer sur un partenaire loyal d'opposition, ce qu'a actuellement le Parti écologiste au nord du pays. Eh bien, ça pose quand même un problème et ça donne surtout à celui qui est dans l'opposition, mais alors un excellent argument, parce qu'à lui seul détient alors dans un groupe linguistique, il faut quand même savoir que chez nous, sociologiquement, les groupes linguistiques sont un peu plus que des subdivisions purement techniques. Vous êtes quand même dans un domaine de légitimité électorale distinct. Il faut quand même reconnaître cela. Donc ça pose un problème. Aussi, je dois vous dire que je ne suis pas du tout convaincu par l'idée, et ça, à mon avis, c'est un point de divergence avec Dave, moi je crois pas du tout dans le fait que nous pourrons encore, pendant 20 ans, continuer avec ces réformes de l'État. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je vais vous donner quelques chiffres. Oui, quelques chiffres. La sécu sociale, donc là, on enlève 11 milliards. Bon, très bien. Elle, actuellement, est à 75,5. Bon. Il reste 3 gros postes. En fait, il y a 9 branches, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. À 9h du soir ou à 8h du soir, avec 9 branches de la sécurité sociale. Il y a des petites, par exemple le fonds des maladies professionnelles, 300 millions, pas important. Fonds des accidents de travail, 700 millions. Ça, ce sont des petits trucs par rapport à 75 milliards. Mais il reste 3 gros trucs. L'INAMI, 35 milliards et demi. L'ONEM, 12 milliards. Et l'ONP, les pensions, 20 milliards. Donc ces 3, à eux seuls, c'est 67 milliards. Alors, si on scinde ces 3-là, il ne vous reste plus rien. Alors, on peut me dire, oui, mais il reste le budget de l'autorité fédérale. Ah, ça, c'est une très bonne observation, si quelqu'un la faisait. Mais là, il faut savoir, sur les 100 milliards que nous avons dans l'autorité fédérale, désolé d'être un peu technique, mais je crois quand même qu'il faut dire, à un moment donné, qu'on ne peut pas comme ça, parce que, tout simplement, l'argent n'est pas là. Sur les 100 milliards dans l'autorité fédérale, actuellement, budget 2014, 50 milliards servent au service de la dette. 50 milliards, la moitié. Donc, pour rembourser des emprunts, pour payer des intérêts, nous payons plus de 11 milliards d'euros d'intérêts pour les emprunts en cours. Et bien sûr, nous dépensons plus de 34 milliards pour le remboursement d'emprunts que nous réempruntons par ailleurs, évidemment. Mais évidemment, on ne les prête que parce que nous remboursons. C'est très évident. Alors évidemment, on peut dire ce système roule. Oui, ça roule. Mais ça roule aussi longtemps que nous avons une crédibilité internationale suffisante et un rating suffisamment bon dans les agences de notation, parce que sinon, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Ça fonctionne pour l'instant. Donc, juste pour vous dire quand même ça, donc actuellement, pour être tout à fait précis, 49,7 milliards sur les 100 milliards d'euros, 49,7 pour le service de la dette. Moniteur belge, 27 décembre de l'année dernière. 12 milliards et demi pour remplir encore le budget de la Sécu, qui est un peu déficitaire. 9,8 milliards pour les pensions du secteur public. Il faut quand même payer des gens qui ont été dans la fonction publique, qui sont pensionnés.
Et puis vous mettez l'un à côté de l'autre, vous avez 79 milliards sur les 100 milliards, 79 milliards de dépenses fixes. Donc si vous rêvez de devenir ministre du budget, la bonne nouvelle, c'est que pour 79 milliards sur les 100 milliards, vous ne devez pas vous tracasser. De toute manière, le 2 janvier, c'est dépensé. C'est-à-dire que le 2 janvier, que vous soyez de l'extrême gauche jusqu'à très très à droite, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, il faut bien payer les pensions, il faut bien rembourser les emprunts. Vous pouvez évidemment dire dans un acte révolutionnaire, je ne le fais plus, mais dans ce cas-là, évidemment, bon, nous savons ce que Moody's va nous répondre. Donc, finalement, le fédéral, quand on regarde bien, ne gère en réalité plus que 21 milliards. C'est-à-dire le filet pur. Allez, le reste, c'est des os comme ça. Le filet pur, 21 milliards. Et bon, de ces 21 milliards, nous sommes quand même parvenus à enlever 6 dans le cadre de la réforme de l'État. Mais ce que je veux dire par là, le discours au Nord qui consiste à dire « Oui, mais après, à nouveau sur un ton mielleux, on va encore faire... » Je ne dis pas du tout que Dave l'ait fait comme ça, hein, mais je veux dire par là que nous pouvons peut-être encore le faire une fois. Peut-être encore une fois. Ouais. On scindrait un peu des trucs, je ne sais pas moi quoi, mais il faudrait déjà aller dans l'un des secteurs clés de la Sécu, c'est-à-dire soit pension, soit assurance maladie invalidée, soit l'ONEM. Il faudrait scinder l'ONEM alors. Hein, bon, faut être clair. Ou alors, on liquide carrément le fédéral parce qu'il ne reste plus que 21 milliards, puisque je n'ai jamais entendu quelqu'un au Nord dire « on scinde la dette ». Non, on veut toujours scinder le filet pur, mais pas la dette. Bon, curieux, hein? Il y a 49 milliards comme ça à scinder. Bon, donc tout ça pour dire que nous sommes arrivés là, je crois quand même, ici ça va encore, mais nous ne pouvons plus aller très très loin. C'est comme si nous disons ici nous allons 3 mètres plus en avant, nous aurons un problème. Donc je pense sincèrement qu'en termes de crédibilité internationale et en termes de masse budgétaire distincte qui sont encore disponibles véritablement, eh bien voilà. Et donc vous ne pensez pas qu'on puisse se mettre autour d'une table, il n'y a plus rien à négocier, parce qu'on n'a pas de partenaire avec qui négocier, et parce qu'il ne reste plus rien à négocier. Mais si nous on est à l'os, c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que si lors d'une 7e réforme de l'État, on dit qu'est-ce qu'on veut encore faire ensemble, eh bien il nous reste à décider ce qu'on fait ensemble des 3 secteurs clés de la Sécu, pension, ONEM et maladie invalidité. Et puis, il nous reste à décider ce qu'on fait de ces 21 milliards en matière fédérale qu'on gère encore ensemble. Et en fait, c'est tout. Beste vrienden, dat is het al. Hein? Déjà aujourd'hui. Donc, il faut bien savoir ça. Et alors, je me permets quand même de dire une chose. Pour autant, en tout cas, je dois vous dire que là, je serais un tout petit peu idéologique quand même. C'est-à-dire que, je crois, on a comme prof le droit de dire quand même, à un moment donné, de faire apparaître ses valeurs. Moi, je crois qu'un État doit encore faire un certain nombre de choses ensemble. C'est-à-dire que si nous avons une carte d'identité sur laquelle il est écrit Belgique, ça doit encore symboliser quelque chose. Alors, j'ai beaucoup de respect pour le roi, hein, mais pour moi, c'est un peu plus que l'équipe de football et le roi. Donc, il faut qu'il y ait des choses, que nous fassions encore ensemble. Alors, je veux bien qu'on dise, ça on veut faire à part, ça oui, mais ça ne peut pas être tout. Alors, à partir du moment où je ne suis plus en termes d'assurance maladie, pour moi, ce serait un truc, je dois sincèrement vous dire, Jean, si nous arrivons à un système où nous avons des systèmes de traitement différenciés pour l'assurance maladie, pour des personnes qui sont malades, on peut discuter sur le chômage, beaucoup de choses, on peut discuter, mais la maladie, ou la défense nationale, ou les affaires étrangères, si j'ai un problème diplomatique, je suis au Venezuela, et on va me dire, ah non, désolé, spreekt u Nederlands? Ah, ça... D'ailleurs, on voit bien, alors là nous sommes arrivés... On se croirait dans OSS 117, Rio ne répond plus. Je ne dirais... Mais vous comprenez, il faut quand même qu'on fasse encore un certain nombre de choses ensemble. Donc, à mon avis, ça coûtera bien un bon 15-30 milliards. Bon, donc finalement, je crois que la 7e réforme, je ne sais pas, soit c'est une micro-réforme, parce qu'on régionalise le fonds des accidents du travail à 700 millions, oui, enfin, pour ça, on ne va pas faire une réforme de l'État. Ou alors, c'est vraiment la grande réforme, mais je crois qu'effectivement, ça devrait alors être la toute dernière, puisqu'après, vous ne pouvez plus rien faire. Mais ce qui est intéressant, tout à l'heure dans vos propos, c'était à propos de l'Europe. Parce que vous dites que l'Europe, aujourd'hui, effectivement, vient de traverser une crise et qu'il n'y a pas tant de choses, finalement, qui vont passer au niveau européen. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. Alors là, je mets un peu mes compétences européennes en avant, mais en l'espace de 3-4 ans, il faut voir ce qui a été transféré. Par exemple, l'union bancaire. C'est-à-dire que tout le système de supervision des banques est passé au niveau européen. Le système de résolution des crises bancaires, c'est au niveau européen. Et aujourd'hui, dans la zone euro, il est même question de
communautariser, enfin uniquement au sein de la zone euro, une partie de l'assurance chômage pour obliger par exemple les Allemands à s'intéresser à ce qui se passe en Espagne, puisque si l'Espagne décroche, ce sont les Allemands qui payent. Donc ça vous oblige à tenir compte dans votre politique économique de ce que vous faites et des conséquences que ça aura pour les pays du Sud. Donc, contrairement à ce que vous dites, je crois que l'aspiration des compétences vers l'Union européenne est loin d'être terminée. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rendre des compétences de détail aux États, la question n'est pas là. Mais je crois que sur le souverain, le cœur souverain, il y a des choses qui sont en train de passer vers le haut et d'autres qui vont repartir vers le bas, mais qui concernent par exemple peut-être un certain nombre de normes, de choses comme ça. Voilà, donc ça j'en suis certain. Donc vous voyez, je crois que le mouvement vers le haut, vous l'avez sous-estimé, mais oui, vers le bas, je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous, enfin vous avez raison, mais j'ai raison quand même aussi, je crois. Voilà, le compromis à la Belge. Nous sommes en Belgique, j'allais voilà, le dire. Non, parce que c'est vrai que notamment, bien sûr, en termes budgétaires, il y a beaucoup de pouvoir qui est passé à l'Europe, ça c'est très clair. Enfin, en fait, c'est complètement absurde. Donc, pendant 541 jours, on a parlé de soi-disant révolution copernicienne qui devait se faire entre les régions et le fédéral en Belgique. On a été complètement focalisé sur notre nombril, et en même temps qu'on parlait de ça, il y a une vraie révolution copernicienne qui s'est faite au niveau européen, effectivement. Avec les décisions, enfin le six-pack et tout ça, qui ont vraiment mis des marges très fortes à la politique budgétaire au niveau national. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un grand problème. Je trouve qu'il y a un grand problème que nous, on est en train honnêtement, de parler de discussions complètement ridicules sur la question de savoir si les allocations familiales doivent passer à la commission communautaire commune ou plutôt à la commission communautaire flamande et la commission communautaire française, tandis qu'il y a un vrai enjeu européen qui se passe sur lequel on n'a pas débattu. Il n'y a pas eu de débat démocratique sur la question, et ça je crois que c'est un très grand problème. Donc on devrait peut-être mieux plus focaliser là-dessus. Mais en même temps... Je souligne le juste qu'effectivement, par exemple, lorsque vous assistez aux conférences de presse d'Elio Di Rupo à la suite des conseils européens, il ne dit rien. Je veux dire, il est question de questions nationales, très peu de questions européennes, mais il n'est pas du tout présent sur la scène européenne, alors que c'est là que ça se passe en ce moment. Alors que Verhofstadt, par exemple, même le terme était beaucoup plus présent sur la scène européenne du temps où ils étaient Premier ministre. Oui, j'ai l'impression que Yves Le Terre n'était même pas présent sur la scène belge, mais bon, mais soit. D'ailleurs, ces évolutions au niveau européen crée aussi de nouveaux problèmes dans la réforme de l'État qu'on a sous-estimé jusqu'à maintenant, parce qu'il y a quand même aussi un problème avec le fait que l'Union européenne donc, pose des demandes assez fortes en termes budgétaires sur les différents États. Et donc ça retombe sur le fédéral en Belgique, c'est le fédéral qui finalement a la responsabilité, mais une grande partie du budget, et maintenant encore une plus grande partie du budget qu'il y a quelques années avec la nouvelle réforme de l'État, enfin dans quelques mois, elle n'a pas de contrôle là-dessus. Donc il faut trouver aussi des moyens qui puissent finalement rendre responsables les régions et les communautés envers le niveau fédéral sur le plan budgétaire, tout comme le niveau fédéral est maintenant responsable envers l'Union européenne. Donc ça c'est aussi un débat qu'on a, bon, puisqu'on était focalisé sur son nombril, on n'y a même pas pensé. Mais donc je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de pouvoir qui est passé à l'Union européenne. Par contre, je répète et je crois toujours qu'un vrai système de sécurité sociale interpersonnel au niveau de l'Union européenne, ça je ne vois pas ça arriver demain. Déjà il y a des problèmes maintenant il y a certains qui plaident pour des salaires minimums au niveau européen, déjà ça c'est très difficile et ça va être très difficile de faire passer cela. Maintenant moi je ne dis pas que je suis contre, hein. Pour moi si un jour on pourrait arriver à un vrai système de sécurité sociale européen, je crois que ce serait une avancée. Ce serait une avancée d'agrandir l'assiette de la solidarité. En même temps, il ne faut pas être naïf non plus. Si on organiserait ça aujourd'hui, d'un jour à l'autre, ce ne serait pas viable, ce serait pas possible. Vous êtes d'accord avec Christian quand il dit qu'on est à l'os? Oui, donc, en partie, oui. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a encore la justice, il y a encore la police, il y a encore les pompiers, il y a encore d'autres compétences aussi au niveau fédéral. Justice, Dave, je vais te donner le chiffre. C'est pas grand-chose, tu sais. Je vais te dire oui, ça. Mais tout n'est pas... Justice, 1,9 milliard. Oui, mais on ne peut pas tout traduire en termes financiers. Je veux Police dire, fédérale, 1,7 milliard. Oui, mais... C'est pas grand-chose, hein.
Mais on ne peut pas tout traduire en termes financiers. Je veux Non, dire, non. d'avoir un système judiciaire national, c'est aussi une sorte de valeur nationale. Ça ne peut pas se traduire Oui, sauf qu'à simplement Bruxelles, en termes budgétaires. je crois que physiquement, ça a été assez traumatisant ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est à la scission de la justice avec BHV. En plus, l'inauguration par la ministre de la Justice uniquement justement des nouveaux tribunaux flamands, du nouveau greffe flamand, etc. Je crois que ça a été physiquement très traumatisant pour les francophones. C'est-à-dire que d'un seul coup, Oui, en gros, on a mis d'un côté les flamands et de l'autre côté les francophones. Alors jusqu'à présent, c'était dans une même enceinte. Je crois que c'était... non mais Je ne veux pas entrer trop dans le détail maintenant de la scission de l'arrondissement judiciaire de BHV, mais en fait, sur ce dossier-là, c'est plutôt les partis francophones. Enfin, moi, j'aime pas les discussions en termes de gagnants et de perdants, mais s'il faut trouver un gagnant dans ce dossier-là, c'est plutôt les francophones qui ont gagné là-dessus. Parce que les Flamands ont plus gagné peut-être sur le système électoral. Mais Dave, je Même parle si- du symbole. même si- Je parlais du symbole simplement. C'est vraiment, d'un seul coup, le greffe qui était commun, Ouais, et c'est d'un seul coup, on sépare physiquement les choses. C'est brutal. C'est comme la scission de l'université de Louvain. C'est l'équivalent sauf que de là, cette scission symboliquement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais même si je pose quelques nuances donc sur le fait que... non, mais je reviens à ça, mais même si je pose quelques nuances sur le fait qu'il reste quand même encore beaucoup de compétences fédérales. Je constatais avec intérêt le parallélisme qui était adoubé comme ça. Non, je le ferai pas. Pour ma part, je le ferai pas. Quel parallélisme non, entre BHV et Louvain, je le ferai Ah pas. oui, oui. C'est-à-dire que pour ma part, et là je suis d'accord avec Dave, je pense que c'est une réforme pour ce qui est de la partie judiciaire de BHV, du volet judiciaire. Je crois que c'est quand même une solution assez favorable pour les francophones. Pour des raisons extrêmement techniques que je me retiens bien de vous exposer. Oui, retenez-vous, Christian. C'est ça, voilà. Retenez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'il faut aller voir la loi de 1935 sur l'emploi des langues, qui était une affreuse loi. Mais je vais répondre à la question mais précédente. en fait, la parce- solution finale parce que- est, juste pour vous donner un exemple... On va peut-être le laisser ah répondre. oui, Ouais. bien sûr. Surtout qu'il y a encore, vous n'avez pas répondu à la question précédente non plus, donc sur le confédéralisme. En fait, non. Mais ça, c'est le propre de tout bon débat. Ouais, Les c'est vrai, c'est vrai. les intervenants ne Et répondent puisque jamais mon aux questions. collègue ne répond pas à la question du modérateur, je vais répondre à sa place. Mais je voulais d'abord dire... Je voudrais d'abord dire que même s'il y a quand même quelques nuances à apporter dans l'idée qu'il y aurait presque plus de compétences fédérales aujourd'hui, je crois que si l'on compare avec d'autres pays fédéraux, c'est pas si extrême que cela, notamment si on compare avec la Suisse. Mais je suis d'accord qu'on ne peut pas continuer éternellement à faire des réformes de l'État comme cela. Moi, je suis d'ailleurs, je trouve aussi qu'il faudrait refédéraliser certaines compétences. La coopération au développement, c'est ridicule d'avoir régionalisé cela. La politique du commerce extérieur, c'est ridicule d'aller en Chine avec 3 différents drapeaux. Les Chinois n'y connaissent rien. Enfin, je veux dire, c'est pour essayer d'améliorer le produit national brut. Pour vous donner un exemple Mais- sur la Chine, j'ai animé un débat avec le président président chinois Europe d'un fabricant de terminaux chinois et qui expliquait au public, il dit, vous savez, moi quand je viens en Europe, je dois négocier dans chaque pays pour distribuer mes produits. Aux États-Unis, je discute avec Walmart et c'est distribué partout. Et il dit, vous savez, chez nous en Chine, pour 500 millions de consommateurs, de gens qui sont abonnés au téléphone mobile, on a 3 opérateurs. En Europe, c'est 80 opérateurs pour 500 millions de personnes. Il dit, et dans votre Europe, tout est comme ça. Donc vous imaginez, les Belges qui arrivent à 3 Ouais, voilà. 3. Absolument. Mais même si en politique extérieure, on a un système qui nous est envié notamment par les nationalistes québécois, qui trouvent que... Et c'est vrai qu'on va assez loin dans la représentation internationale de nos régions et de nos communautés. En même temps, la réalité à l'extérieur est quand même un peu différente que celle à l'intérieur. Si Chris Peters va en Chine... Est-ce qu'il va être reçu par le président chinois? Je ne crois pas. Je crois que le bourgmestre de la ville portuaire Anvers ou même le gouverneur de la province d'Anvers, ce qui est dans le contexte belge un poste pas très important politiquement, va être reçu avec plus d'égard que le ministre-président de la région flamande de l'État belge membre de l'Union européenne. Vous dire qu'il n'aurait pas obtenu les pandas?
Pardon? Il n'aurait pas obtenu les pandas? Non, clairement. Non, probablement pas. Non, c'est pour ça qu'ils ne sont pas à Anvers, c'est très clair. Bravo aux francophones. Et quand Obama est venu, Chris Peters a un peu essayé de pouvoir aussi avoir une photo avec lui, mais bon, malheureusement, c'était que le prince Philippe et le Premier ministre Elio Di Rupo. Donc on voit quand même que c'est relatif. Mais donc, et d'ailleurs, ça c'est aussi intéressant, si on parle de coopération au développement, si on parle aussi de commerce extérieur, parce que je sais qu'il y a une tendance, notamment dans certains de vos écrits dans le passé, à présenter la Flandre comme ça, comme les nationalistes dangereux, et là, les gentils petits francophones qui sont là, attachés à la Belgique. Sur ces compétences-là, c'était notamment aussi une demande francophone de les scinder dans le passé. Hein, donc, parce que la distribution de postes internationaux et tout ça, ça profite bien sûr aux deux communautés. Alors sur votre question sur le confédéralisme ou sur l'idée de se mettre ensemble et de voir qu'est-ce qu'on va encore faire ensemble. Alors ça c'est très intéressant parce que ça maintenant c'est aussi dans le discours NVA très fortement de dire oui, un tout nouveau système, on termine avec les réformes d'État parce que l'NVA dit maintenant clairement on ne veut plus de réforme de l'État. C'est trop complexe, on ne va pas négocier pendant 500 jours, on en a marre des réformes de l'État. Tout nouveau système, on se met ensemble et on décide ce qu'on veut faire ensemble. Mais alors bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'alors, à ce moment-là, le PS va dire « Ah d'accord, pas de problème de plus avoir de sécurité sociale fédérale » ou est-ce que la NVA va dire « Ah oui, dans ce cas-là, on veut bien garder la sécurité sociale fédérale » Non. Donc en fait, c'est renverser le processus, mais le processus restera tout aussi difficile. Il est même encore plus difficile, hein, parce que la chose à laquelle vous référez, c'est l'exécution du fameux article 35 de la Constitution. Article 35 de la Constitution qui dit que les compétences résiduelles qui sont aujourd'hui au niveau fédéral devraient être dans le futur donc aux régions ou aux communautés, mais déjà là est le premier problème, c'est lesquels, c'est l'un ou c'est l'autre. Et donc on n'a jamais exécuté cet article et maintenant certains disent oui mais ça c'est la grande nouvelle méthode pour la nouvelle réforme de l'État. Alors tout d'abord il faudra faire une liste de toutes les compétences fédérales actuelles, ce qui n'est déjà pas très évident. Et il faudra effectivement décider, par exemple, quelles sont les entités fédéralisées. Est-ce que c'est les communautés ou les régions? Déjà, ça, c'est un des problèmes fondamentaux en Belgique. Donc, ce n'est pas du tout le remède miracle pour une nouvelle réforme de l'État, beaucoup plus simple, ça rend les choses encore plus difficiles. Mais ça pourrait être intéressant pour vendre... Peut-être, si la NVA veut quand même participer à un gouvernement fédéral, on ne sait jamais, parce que sinon ils sont 5 ans dans l'opposition, c'est pas très drôle non plus. Et si alors il y a arrière-ban, ils doivent dire oui mais on a quand même quelque chose sur le plan communautaire, on peut peut-être dire ah oui mais l'article 35, la grande révolution copernicienne, la grande révolution confédérale, en réalité ça vaut rien. Mais ça peut peut-être rendre un peu calme quelques gens dans l'arrière-ban nationaliste de la NVA pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils aient compris qu'effectivement ça ne change rien. Une réaction, Christian, après je vais revenir sur Bruxelles aussi. Ah oui. Mais je réagis très volontiers. C'est que ce qui est frappant, hein, normalement, dans un pays normalement constitué, vous demanderiez une compétence pour pouvoir mettre en œuvre une politique donnée. Chez nous, pas nécessairement. C'est-à-dire, comme le dit Dave... C'est-à-dire une compétence... Vous réclamez quelque chose parce que vous avez un projet politique fort que vous voulez mettre en œuvre et pour faire ça, vous avez besoin d'une compétence. Mais chez nous, la compétence, elle est réclamée en soi, für sich, an sich. Elle est réclamée parce qu'on veut l'avoir pour l'avoir. Parce que genre le code de la route, on veut avoir le code de la route. Parce que le code de la route, on est mieux si on l'a. Voilà, hein? Et on se sent mieux de l'avoir. Alors après, quand vous l'avez, le premier jour que vous contemplez le moniteur belge et vous frémissez de bonheur que vous l'avez, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bon, mais ça, c'est une question que vous allez seulement vous poser quand vous avez demandé pendant 541 jours de l'avoir. Et nous avons pu éviter quelques absurdité quand même importante. Par exemple, fort heureusement, n'a pas été régionalisée la protection civile, ce qui avait été demandé, parce qu'en Belgique, évidemment, contrairement à tout autre pays, les nuages s'arrêtent à la frontière linguistique. Donc nous avons fort heureusement... Cela dit, la France a démontré avec le nuage de Tchernobyl que nous avions des frontières très résistantes. J'allais pas être rancunier et venir avec... Mais je laisse ça à vous, mais c'est très élégant à vous comme Français de le relever, c'est très juste. Mais donc ça c'est un problème. Maintenant par contre, les vraies questions du coup parfois ne sont pas abordées. Je vais vous donner quelques exemples.
Et je constate que l'espérance de vie au sud du pays, pour les hommes en Wallonie, est 3 ans de moindre qu'en Flandre, par exemple. L'espérance de vie 2012, les derniers chiffres disponibles, côté sud, 75 ans, messieurs, côté flamand, 78 ans. Bon, qui s'occupe de ça? Bon, c'est peut-être fédéral, peut-être communautaire, un peu des deux. Voilà une question politique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, le cas échéant? Alors, manifestement, c'est une question plus pour le Sud. Restreindre la distribution de Jupiler, par exemple? Ah, mais je vais vous dire, puisque vous me lancez, je vais vous dire une chose. Vous savez, côté Sud, le budget des ménages est moins élevé qu'au Nord, sauf sur un poste. Sauf sur un poste. Boissons alcoolisées et tabac. Nous dépensons plus. Et ça explique directement le point précédent, la différence d'espérance de vie, voilà. Voilà, Jupiler peut tuer. Sans rire, hein, Institut national de statistique, très intéressant. Mais pour vous dire que je crois que ce sont des questions de gestion dans ce domaine comme dans d'autres domaines. On observe un taux de chômage parmi les personnes peu qualifiées. Quand même, ça, je trouve c'est très interpellant. Wallonie, les personnes peu qualifiées, hein, donc il y a des personnes peu qualifiées, un peu qualifiées et très qualifiées. Bon, peu qualifiées, taux de chômage 20%. Flandre, 8%. Bruxelles, 33%. Donc, et là, je pense que ce genre de questions sont, à mon sens, beaucoup plus importantes que est-ce que je peux, dorénavant, avoir des panneaux de signalisation en jaune et noir? Oui, mais c'est important, les couleurs sont importantes, Christian. Non, mais c'est intéressant vos chiffres là sur le chômage, parce que j'ai découvert ce matin qu'en France, c'était exactement les mêmes. C'est-à-dire que les personnes peu qualifiées, donc ceux qui touchent moins de 1,3 fois le SMIC, ont des taux de chômage entre 15 et 20%. Ouais. Au-delà de 1,3 SMIC, eh ben, c'est le plein emploi en France. Donc on a le même problème qu'en Wallonie et à Bruxelles. C'est impressionnant. Sauf qu'à Bruxelles, pour vous dire, et là je pense que le monde politique bruxellois va être dans une obligation très importante de s'occuper d'un certain nombre de problèmes. Ce taux a augmenté en 10 ans de 26 à 33%. En Flandre, 0,2% de changement en 10 ans seulement. Donc c'est très. Comment vous l'expliquez? Parce qu'ils ont la compétence en matière d'emploi. Ils ont la compétence en matière d'emploi, donc moi je ne suis pas politique et vous pouvez les inviter, leur demander ce qui est fait, mais je constate que ce sont des questions importantes. En Wallonie, une augmentation comme de 5% aussi sur 10 ans. Donc elle est à 15%, aujourd'hui 20%. Donc ça, ce sont des questions, à mon sens, très importantes auxquelles il faut s'occuper. Mais en fait, l'autonomie est souvent, en tout cas dans le discours, demander avec des arguments comme ceux-là. Hein. Donc c'est pas vraiment vrai qu'en tout cas dans le discours on demande des compétences pour les avoir. C'est justement. Mais ça on l'a déjà depuis longtemps. Comme je le disais dans le passé, c'est vrai qu'on disait on a une identité flamande et donc il faut avoir un code de la route flamand. Ça c'est terminé parce que ça n'intéressait personne. Aujourd'hui la NVA dit on veut par exemple régionaliser les allocations de chômage parce que on pourrait comme ça arrêter les allocations de chômage après 2 ans parce qu'il y a un consensus flamand. C'est pas vraiment vrai mais enfin un plus grand consensus flamand en tout cas en Flandre donc c'est logique que en Belgique francophone. Donc il y a des arguments qui sont utilisés. Ça c'est tout le discours aujourd'hui. Maintenant dans la réalité il y a bien sûr aussi d'autres choses qui jouent. La régionalisation du code de la route a été demandée originellement par qui? Par le SPA. C'était le petit truc du SPA dans le truc, parce qu'ils voulaient se focaliser à un certain moment, comme parti aussi dans leur concurrence avec Groen, sur la sécurité routière et tout ça, et donc ils pensaient avoir au niveau flamand toujours le ministre, et voilà, ils voulaient faire leur truc, et c'était intéressant de défédéraliser. Les soins de santé, c'est surtout le CDNV qui a demandé la défédéralisation des soins de santé. Ça n'intéressait pas vraiment le VLD ni la SPA. Pourquoi? Parce que tout le secteur des soins de santé est dans les mains du pilier catholique toujours en Flandre. Toute la politique du bien-être, tout ça, c'est le pilier catholique en Flandre, c'est Zorgnet, c'est tout ça. Donc une scission, c'est un renforcement du pilier catholique, c'est ça. Tout comme le PS a demandé la régionalisation de certains aspects de la justice dans les négociations. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient marre que chaque fois quand il y avait des élections, il y avait des juges libéraux, chrétiens démocrates, qui commençaient des procédures contre des importants socialistes à Liège, je crois, ou à Charleroi, pour avoir plus d'emprise sur la politique judiciaire et sur la nomination des juges. Donc souvent, aussi dans le passé, on utilisait l'identité, mais souvent c'était aussi les intérêts de piliers, partisans, etc. Toute la réforme de l'État
on peut expliquer ça de beaucoup de façons. Il y a beaucoup de réalités qu'on peut cerner. Mais une des réalités, c'est aussi que la réforme de l'État, la fédéralisation de la Belgique, a créé un État CVP et un État PS, et qui sont les deux partis qui ont vraiment été les moteurs de la fédéralisation. C'est bien sûr le CVP et le PS. Le CVP voulait renforcer son État CVP en Flandre, le PS son État PS, et tous les deux, ils s'étaient mis d'accord pour dire, voilà, on fait notre truc ici, vous ne nous dérangez pas, et nous, on ne vous dérange pas là, et voilà. Oui, c'est la version belge des copains et des coquins à la française, les copains et les coquins, qui se répartissent les prébendes. Un peu, oui. Enfin, je dis pas que toute la réforme d'État se résume à ça, mais c'est un élément... Un peu simple quand même. Hein, parce que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Il y avait quand même des gouvernements de coalition, toujours. Hein. Jamais, au niveau fédéré, un parti a gouverné seul. Hein. Jamais. Donc il faut mais dans les années 60, il y a eu... c'est avant la réforme de l'État, ça. Pardon ? Ça, c'est avant de la... Oui, mais ça, c'est quand les demandes ont commencé, en tout cas, à devenir plus claires. Dans les années 60, il y a eu une grande frustration à un certain moment chez le CVP, parce qu'ils se sont réalisés qu'ils ne pourraient plus jamais avoir la majorité absolue au niveau belge. Hein. Après la guerre, il y avait encore des scores qui pouvaient laisser prédire ça. Et je crois qu'en partie, la fédéralisation, ça a aussi été un moyen pour renforcer le pouvoir à ce niveau-là, où là, il y avait encore cet espoir à un certain moment. Après, c'est vrai que c'était plus le cas, mais en tout cas, c'était quand même clair que, à ce moment-là, en tout cas, que le CVP était le parti dominant en Flandre, tout comme le PS l'est toujours en Wallonie, d'ailleurs. Hein. Donc, ça, c'est aussi le paradoxe dans le discours de la NVA. Chaque réforme de l'État et chaque compétence qui est régionalisée renforce l'État PS, finalement. Hein. Oui, mais ça après la domination de la NVA en Flandre. Regardez ce que ça donne. L'État PS est de plus en plus fort. Donc c'est ça. Il y a un cercle vicieux. Hein, c'est vrai. Moi, je pense que Bart de Wever, de ce point de vue-là, est extrêmement intelligent. Il sait parfaitement ce qu'il fait et il pousse la roue, il accélère la roue. Oui, donc, certainement. Mais je crois que en 2007, il y avait une possibilité de faire un gouvernement de centre-droit, hein, la fameuse orange-bleu. On aurait pu le faire. J'adore l'orange-bleu. Oui. Mais on a quand même préféré aussi, c'est le CDNV, NVA à ce moment-là, et notamment chez la NVA, il y a personne qui à ce moment-là a dit « Ah bon, laissons tomber la réforme de l'État et faisons un gouvernement de droite ». Donc moi je ne crois pas à ce discours aujourd'hui de la NVA qui est de dire le communautaire ça ne nous intéresse plus, on va pour le socio-économique, ça reste des nationalistes. Donc là je suis d'accord. Et c'est effectivement pas parce qu'il n'y a que 10-15% des Flamands qui sont séparatistes qu'il n'y a pas effectivement beaucoup plus de parlementaires qui le sont. Donc là, je ne veux pas être naïf là-dessus, c'est très clair. Oui, les chiffres étaient assez impressionnants. J'aurais quand même parlé de la question bruxelloise, parce que moi, c'est quand même un mystère, Bruxelles, parce que en 2007, j'avais discuté avec pas mal de ministres donc CDNV de la question de Bruxelles. Et tous disaient, en off évidemment, hein, c'est on est un groupe de journalistes européens en poste à Bruxelles et on reçoit comme ça régulièrement des ministres alors de tous les pays, mais aussi des ministres belges pour parler de la situation belge, parce que tout le monde est intéressé par ce qui se passe. Et on posait la question au ministre CDNV en disant, mais et Bruxelles ? Et tous, en off, disaient, mais Bruxelles, on sait bien que c'est perdu. C'est-à-dire que même une Flandre indépendante ne récupérera jamais Bruxelles. Donc moi, j'avais fait une croix sur Bruxelles en disant, manifestement, les indépendantistes flamands y ont renoncé. Or, avec le discours de la NVA, là, son programme donc confédéral, on voit bien qu'il n'y a pas... Ou alors, est-ce qu'ils agitent un chiffon rouge devant les francophones pour détourner l'attention, ou est-ce qu'ils ont bien conscience qu'ils ne récupéreront jamais Bruxelles, même en cas de scission de la Belgique ? C'est quoi la réalité ? Je crois que la réalité est que la NVA n'est pas un bloc monolithique non plus, et qu'il y a différentes tendances sur Bruxelles chez la NVA. Je crois qu'il y a en gros 3 tendances. Je crois qu'il y a la tendance classique nationaliste flamande qui dit Bruxelles, c'est la capitale de la Flandre et ça doit le rester, et qui sont toujours dans cette logique-là. En même temps, il y a ceux qui sont plus réalistes, plus pragmatiques, qui se disent oui, ça nous fait mal au cœur, mais si on veut vraiment avancer vers une très grande autonomie, voire une indépendance complète, ce sera malheureusement sans Bruxelles. Et alors, il y a encore quand même aussi une troisième catégorie qui disent
Non, même si on pourrait faire une Flandre indépendante sans Bruxelles, ne le faisons pas. Débarrassons-nous de Bruxelles parce que il y a presque plus de Flamands. Les seuls Flamands qu'il y a encore, ce sont des homosexuels de la rue d'Ansart qui votent quand même tous à gauche, sauf pour les libéraux, les socialistes. Et pour le reste, c'est plein de francophones et d'immigrés. Donc je crois que c'est un peu les trois tendances, en simplifiant un tout petit peu. Et alors, à un certain moment, il est clair que, et ça c'est très clair que Bart De Wever, dans les négociations sur la 6e réforme de l'État, à un certain moment laissé entendre qu'il avait compris que si on voulait vraiment avancer vers des scénarios, disons, confédéraux, que là, ça voudrait dire de lâcher Bruxelles. Donc c'est clair qu'il avait compris ça. En même temps, dans son parti, il y a quand même toujours cette tendance qui ne veut pas lâcher Bruxelles. Et donc, ils sont revenus un petit peu en force pour dire non. Et bon, je crois aussi que même chez ceux qui se disent bon, ce ne sera pas possible avec Bruxelles, ils ne vont pas mettre ça dans un programme parce que ça renforcerait tous les autres partis qui vont dire ah ben vous allez lâcher Bruxelles, quel scandale, et alors voilà votre indépendance. Non, donc ils proposent un truc dont, enfin, je suppose tous les gens intelligents à la NVA savent très bien que ce qu'ils ont proposé pour Bruxelles c'est complètement irréaliste et d'ailleurs c'est pas viable et enfin sur tous les plans. Mais ils vont bien sûr pas maintenant déjà dire, peut-être qu'ils vont dire dans une négociation un jour, bon d'accord, on a compris que ça va pas être possible, mais ils vont pas mettre ça sur papier maintenant. D'un point de vue de négociation et d'un point de vue stratégique, ce serait pas très intelligent non plus. Mais je reste sur ce point-là. Effectivement, si un jour il y a une majorité en Flandre pour vraiment lâcher Bruxelles, et c'est vrai qu'on a fait quelques petits pas dans la réforme actuelle, bon, là, on pourrait imaginer une Flandre indépendante, mais je ne vois toujours pas une majorité pour vraiment décider ça et aussi expliquer ça à l'opinion publique flamande. Christian ? Un point qui a été, à mon sens, important est la question des allocations familiales, pour des questions symboliques. Et la question a été, jusqu'à présent, c'est le fédéral qui paye des allocations familiales pour Bruxelles. Pourquoi ? Pour Bruxelles, oui, c'est ça, voilà, précisément. Donc, les allocations familiales, actuellement, c'est le fédéral qui les paye, et les allocations familiales vont être transférées aux entités fédérées au 1er juillet prochain. Le fédéral continuera à les gérer, un peu encore provisoirement pendant quelques années, mais juridiquement, ce seront les entités fédérées qui sont compétentes. Et Dave l'a déjà dit, le modèle flamand a d'abord été de dire, très bien, mais alors à Bruxelles, il y aura 2 systèmes d'allocations familiales, et vous aurez le choix de vous affilier auprès de l'un et de l'autre. Ça pose toute une série de questions juridiques parce qu'il y a quand même des règles européennes en la matière, règlement européen de sécurité sociale, c'est pas si évident que ça. Est-ce qu'on peut comme ça imaginer, qu'est-ce qui se passe de celui qui dit je prends ni l'un ni l'autre, il a droit à l'argent mais il ne le reçoit pas, ça pose plein de problèmes. Ou qui dirait je m'affilie aux deux, mais forcément ce n'est pas possible. Mais finalement il a été assez vite compris techniquement que dans un même territoire, permettre, comme dans la ville de Liège, si vous avez 2 systèmes d'allocation familiale, des taux différents, même dans la même ville, c'est un peu compliqué. Et que finalement, ce qu'il fallait faire alors, c'est d'accepter, et c'est là que j'en viens, et c'est pour ça que c'est à mon sens très important comme précédent, il y a eu une acceptation de la part des dirigeants flamands, des partis politiques flamands, de dire, mais très bien, nous voulons quand même la défédéralisation, mais nous acceptons que les Bruxellois aient un régime différent des Flamands. Alors évidemment, pour nous, ça paraît pas très révolutionnaire que les Bruxellois aient un système différent des Flamands, mais si vous êtes nationaliste flamand, vous acceptez qu'alors que les Flamands de Bruxelles, qui sont quand même des Flamands, aient un régime différent des autres Flamands. Donc vous lâchez quand même symboliquement un peu votre capitale, et capitale en même temps que vous avez peut-être toutes les raisons du monde de lâcher. Et si je regarde les chiffres économiques, 7 communes des 10 communes les plus pauvres du pays sont à Bruxelles. 7 sur 10. Hein. Les 3 autres, c'est en Wallonie. Hein. Une dans la province de Liège, c'est la commune de Dizon, qui est parmi les plus pauvres du royaume. Les 2 autres sont le Hainaut. Et 7 à Bruxelles. Saint-Josse, Molenbeek, Saint-Gilles, Anderlecht, Bruxelles-Ville et Koekelberg. Aucune en Flandre. Hein. Alors, si vous regardez aussi, donc pourquoi n'est-il peut-être pas si mauvais là chez Bruxelles? Je suis un peu matérialiste. Le revenu moyen net Bruxelles est de 4 200 €, inférieur à la Flandre. 4 200 € annuels, hein, donc ça vous fait chaque mois 400 € de différence nette, important. Donc, tout ça pour dire que si vous vouliez dire « j'investis massivement à Bruxelles », eh bien ça voudrait dire aussi que vous devez alors être relativement solidaire, parce que ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc finalement ce discours, quand on y pense un peu,
peut-être, après tout, n'est-ce pas si inintelligent que cela d'avoir dit « je renonce à mon modèle qui, au demeurant, aurait coûté beaucoup d'argent ». Si, imaginez, on aurait pu créer à Bruxelles 2 systèmes de sécurité sociale pour les allocations familiales. Chacun a le choix, il n'y a pas de sous-nationalité. Ça aurait peut-être coûté beaucoup d'argent si brusquement dans une ville d'1 million de personnes, une très vaste majorité se rallie à ce système. Brusquement, vous êtes exposé à des frais beaucoup plus importants. Donc, je n'en sais rien. C'est spéculé, bien sûr, mais toujours est-il qu'au niveau symbolique, j'ai été frappé de voir, le lendemain où cette décision dans la nuit à un moment donné est tombée, que, effectivement, il y a eu un accord de principe du côté flamand d'accepter que des Flamands soient traités différemment d'autres Flamands, pour la raison qu'ils habitent Bruxelles. Et ça, c'est du point de vue régionaliste, c'est une avancée majeure. C'est une avancée majeure qui, en 40 ans, 44 ans, tu l'as dit, en 44 ans de régionalisation, n'avait jamais pu être obtenue. Donc, de traiter différemment des personnes par le transport en public, ça oui, Stiep, tout ça, oui d'accord, mais des personnes traitées différemment de Flamands de Bruxelles du Flamand de Flandre. Absolument, oui, oui, mais ça je crois que c'est un des éléments importants dans la négociation. Et d'ailleurs, à un certain moment, le CDNV, qui était le plus grand demandeur de la scission des allocations familiales, s'est dit, est-ce qu'il ne vaudrait pas finalement mieux laisser au fédéral les allocations familiales? Parce qu'en fait, régionaliser, ça veut dire justement régionaliser et pas communautariser. Mais alors, l'argument le plus important pour quand même les scinder, c'était que c'était 5 milliards en termes de compétences et qu'il fallait quand même pouvoir sortir des négociations le matin à 6 heures en disant que c'était la plus grande réforme de l'État qu'on n'avait jamais faite. Hein. Donc il fallait vendre ça parce que finalement les gens... ne comprennent pas nécessairement quel est le but d'avoir fait ceci ou cela, mais si on peut dire c'est la plus grande réforme qu'on a jamais connue. À ce moment-là, on pensait encore que la NVA allait surtout focaliser son discours là-dessus, et donc on ne voulait pas que Barthélémy puisse dire oui, mais depuis qu'on est parti, il y a 5 milliards de moins. Et donc, pour des raisons, effectivement, purement stratégiques, parce que sinon, on aurait peut-être quand même attendu, ou encore réfléchi un peu plus, ou même laissé au fédéral la compétence. Sinon, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que ce serait vraiment une très bonne idée de lâcher Bruxelles en tant que flamand, ou en tant que responsable politique flamand, parce que, bon, Bruxelles génère quand même en même temps beaucoup d'activités économiques. Il y a aussi beaucoup de Flamands aujourd'hui qui travaillent à Bruxelles, mais qui payent des impôts en Flandre. Ça explique bien sûr aussi pourquoi il y a plus de problèmes en termes budgétaires à Bruxelles qu'en Flandre, certainement. Et donc, voilà, les Flamands qui travaillent à Bruxelles iraient travailler à l'étranger. Ça pose quand même un tas de problèmes aussi sur ce plan-là. Déjà, dans le passé... Ils passeront la frontière. Oui, mais quand même. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a fait avec le job courting. Hein. Donc, à un certain moment, en Flandre, on a utilisé dans le gouvernement précédent, Peters 1, on a donc utilisé l'autonomie fiscale qui était attribuée dans le cadre de la réforme de l'État précédente, la 5e, en 2001, sous Verhofstadt. Et donc, on a donné une baisse d'impôt, finalement, à tous les Flamands qui travaillaient. Mais alors, bien sûr, les impôts, la fiscalité, c'est sur le plan régional. Hein. Et donc, ça posait bien sûr des problèmes à Bruxelles. Donc, parce que on pouvait donner la baisse fiscale qu'aux Flamands qui habitaient en Flandre. Hein. Donc, le Flamand qui travaille à Bruxelles mais qui habite en Flandre, lui recevait la déduction d'impôt, mais le Flamand de Bruxelles, qui habite à Bruxelles et qui travaille à Bruxelles, lui, il ne recevait pas. Donc c'est la même logique aussi où on a créé une césure, une différence entre les Flamands en Flandre et les Flamands à Bruxelles. Et d'ailleurs, c'est très bizarre quand on regarde les effets que ça a sur le plan linguistique, parce qu'en fait, le Bruxellois francophone qui est allé habiter en Flandre, hein, et ça c'est quelque chose que les politiques flamands ont toujours voulu éviter, bien sûr, que les francophones viennent habiter en Flandre, mais lui, il recevait la baisse d'impôt parce que c'était quelqu'un qui habitait sur le territoire flamand, donc c'est un flamand. Encore heureux, tandis oui. Que oui. Encore heureux. On peut encore se déplacer librement dans ce pays, oui. Absolument, mais c'est très bien. Et en même temps, le gouvernement flamand, dans le passé, a donné des subsides pour les Flamands qui allaient habiter à Bruxelles. Donc on voulait vraiment qu'il y ait beaucoup de Flamands qui habitaient à Bruxelles, vu que c'était la capitale. Mais alors la baisse d'impôt ne valait pas pour ces Flamands qui travaillaient à Bruxelles et qui restaient à Bruxelles. Donc c'était un incitant pour
tant les Flamands bruxellois qui travaillaient à Bruxelles d'aller habiter en Flandre et donc de quitter Bruxelles, donc moins de Flamands à Bruxelles. Et en même temps, c'était un incitant pour les francophones qui travaillaient à Bruxelles d'aller habiter en Flandre. Donc c'est complètement absurde. Même chose en fait pour la scission électorale de BHV. C'était pas très logique non plus dans l'idée de garder les liens avec Bruxelles, parce que quelle est la conséquence de la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles à Vilvoorde? C'est qu'il n'y aura plus de Bruxellois flamands élus à la Chambre. La conséquence de cette scission de BHV, c'est qu'aujourd'hui, il y a un francophone libéral, Didier Renders, qui vient à Bruxelles et dire aux Flamands « ça n'a plus de sens de voter pour des Flamands, ne faites pas ça, c'est un vote perdu, votez pour moi, je suis l'alternative au PS ». Donc on voulait scinder parce qu'il y aurait plus de francophones qui viennent en Brabant flamand dire voter pour un francophone. Non, maintenant c'est à Bruxelles, donc c'est beaucoup mieux. Oui, ça c'est vraiment... Pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, ça passe extrêmement vite, je voudrais terminer assez rapidement sur la question du système électoral en Belgique. Est-ce qu'une des raisons justement de cette dérélection de la Belgique, de cette évaporation, parce que je n'aime pas tellement ce mot, mais en tous les cas, des problèmes belges, c'est pas lié au système électoral belge. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de majorité claire, que ça oblige à des gouvernements de compromis, et qu'au fond, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je te donne cette compétence-là, je prends celle-ci, etc. Ça empêche de véritables basculements politiques. Parce qu'on voit bien pourquoi ce système a été mis en place pour préserver la représentativité et la représentation des communautés. Mais aujourd'hui, qu'il y a deux espaces politiques, à quoi ça sert de maintenir ce système proportionnel qui, en plus, donne tous les pouvoirs aux partis et aux barons locaux? Pourquoi ne pas en sortir ? Ça ne serait pas une solution, peut-être, d'avoir un système majoritaire avec des vraies majorités franches de chaque côté de la frontière linguistique? Alors, et je crois que nous ne manquons pas de polarisation. Et je crois qu'en toute la mesure du possible, il faut réduire les polarisations là où elles peuvent naître. Donc, pour ma part, je trouve le système de la représentation proportionnelle un bon système. Ça, je dois vous le dire. Je trouve que c'est un bon système. Cela étant, ce qui nous rend mondialement uniques et mondialement difficiles, c'est évidemment que nous avons des partis linguistiques, des partis politiques qui n'existent que dans un côté de la frontière linguistique. Ça, vous ne trouvez ça dans aucun État fédéral, dans aucun. Et donc, au Québec, puisque le Parti québécois n'existe qu'au Québec. Mais vous avez tous les autres partis qui existent. Donc vous avez comme en Allemagne, vous avez la CSU qui existe qu'en Bavière. Mais par pure courtoisie, Mme Merkel ne fait pas présenter des listes de son parti en Bavière. Voilà, mais elle pourrait bien entendu le faire. Comme d'ailleurs, aucune règle de droit belge n'interdit au MR de se présenter dans la province d'Anvers. Mais ça n'a pas de sens. Électoralement, vous seriez considéré comme discourtois. On ne fait pas ça. Voilà. Le Vlaams Belang avait à un moment donné eu une liste dans le Hainaut. Maintenant aussi, dans ces élections. Pour ces élections aussi, oui. Bon, voilà. C'est un non-event. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Le problème, c'est la scission des partis politiques, c'est pas le système manifestement, électoral. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez une réforme de la proportionnelle, je suis en faveur à un niveau, parce que nous avons plusieurs modes de calcul de la proportionnelle. Et donc nous avons notamment un mode qui est extrêmement stabilisateur. Stabilisateur, c'est un gentil mot. Ça veut dire que si vous avez un tout petit peu plus, vous recevez beaucoup plus de sièges que celui qui est juste derrière vous, qui a en fait pas tellement moins méritant que vous, mais comme il est second, lui, il a beaucoup moins de sièges. Ça, c'est au niveau communal. C'est-à-dire que nous avons au niveau fédéral un mode de calcul de proportionnel qui est différent du niveau communal. Et au niveau communal, chez nous, si vous avez 35% des voix, vous avez la majorité absolue en termes de sièges, parce que nous avons c'est la prime du gagnant. Et par exemple, en région liégeoise, nous avons pas mal de communes à majorité absolue. Vous voyez la couleur, et c'est tout à fait légitime, il n'y a aucune critique à cela, mais c'est des communes qui ne seraient pas à majorité absolue, s'il y avait un mode de calcul de la représentation proportionnelle comme ça existe au fédéral. Mais au fédéral, la règle est à peu près juste. Bon, le plus grand parti, dans le doute, si ça tombe dans deux à la fois, vous avez quand même, on vous le donne quand même. Bon, ça c'est la petite règle, il faut bien donner ça. On a dit, voilà, si le siège tombe dans les deux, le coefficient est le même chez les deux dans le tableau, alors c'est au plus grand qui va. Parfois, bon, ça c'est une règle de calcul. Mais le système est relativement équitable, et je dois vous dire que, pour l'enrichissement du débat, je trouve que c'est très bien. Nous sommes un pays complexe,
Et nous provenons d'ailleurs, Mais vous voulez étendre la règle communale au niveau fédéral, c'est ça votre idée? je crois que c'est la règle du fédéral au communal. Donc je serais Ah pour oui. un lissement. Ah oui, pour un lissement. L'inverse. Oui, oui. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut se permettre au Mais niveau vous trouvez communal. ça sain d'obliger le Parti socialiste à gouverner avec des libéraux? Vous trouvez ça sain? Non, mais honnêtement, si vous, Moi j'ai un peu de mal. si vous introduisez un système majoritaire en Belgique, là, il n'y aura que le PS et la NVA. Hein. Au moins, maintenant, on a pu faire un gouvernement sans la NVA. On pourrait aussi en faire un sans le PS parce qu'il y a encore des autres partis. Mais si vous faites un système majoritaire, ça va être probablement que le PS et la NVA et un peu le MR à Bruxelles. Mais je bon, ne suis pas d'accord parce qu'il y a une dynamique interne au scrutin majoritaire qui fait que si vous le faites notamment à 2 tours, qui oblige à des regroupements. Là, pour l'instant, le PS domine de la tête et des épaules parce que, justement, il a 30% des voix, disons en moyenne. Mais si vous avez un second tour, il ne sera pas, à chaque élection, il ne sera pas en tête. Je veux dire, c'est partir de l'idée que le PS partout sera en tête. Non, pas du tout. Vous pouvez avoir 30% du premier coup, mais vous retrouvez minoritaire au deuxième tour. C'est ce qui se passe. Je suis très d'accord. régulièrement en France. Vous avez pouvez des faire dynamiques ça. internes, des regroupements obligés. Oui, mais ça dépend. Ça, c'est 2 tours. C'est déjà un autre système, hein, effectivement. Mais le uninominal à un tour majoritaire, ça, je veux dire, ça. L'anglaise, Voilà, non, je pensais à 2 tours à la française, un peu. Oui, mais ça Oui, m'étonne pas j'aurais que dû vous savoir que comme supposez ça. français, vous pensez automatiquement au système Ah, français. Mais je crois que vous, je veux dire, ce qui Mais me moi, je trouve qui ça me fait peur, contre c'est les nature. legal Ouais. transplants. Mais moi, C'est je les trouve- transplantations d'un truc qu'on n'a jamais fait, et vous voulez faire ça, et vous croyez Non, mais- en disant, enfin, vous êtes un peu malade, hein, on va vous donner un truc, ça a bien marché chez nous, on va vous donner ça, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça ira très bien. Oui, mais Christian, suis je sceptique, vous- suis sceptique. alors je vous arrête, Christian. Oui. Parce que quand même, en période électorale, on voit des grandes déclarations, par exemple, où on voit les libéraux qui disent que les socialistes sont des fous, qu'ils gouvernent n'importe comment la Belgique, et vous vous dites, mais attends, ah donc les libéraux sont dans l'opposition? Non, non, ils sont dans la majorité. Mais comment vous voulez croire encore au système politique, à partir du moment où pendant 2 mois, les uns et les autres mais- s'accusent de ouais. tous les maux, et puis ensuite ils gouvernent ensemble pendant 5 ans. Moi, j'aimerais voir, si le vote n'était pas obligatoire en Belgique, quel serait le niveau d'abstention. Parce qu'à mon avis, le système ne peut tenir qu'avec un vote obligatoire. C'est pas que le niveau d'abstention est si bas en France non plus, donc. Non, mais- bon, Mais le niveau d'abstention, oui, il a tendance, ça dépend des grandes élections, par exemple à la présidentielle, il reste très très peu élevé le niveau d'abstention. Non, je suis désolé. Ouais, mais je suis d'accord avec mais votre c'est analyse de base Je que- dirais que le système est Ouais. bloqué. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là? Je suis un peu d'accord avec votre analyse de base. Le problème aujourd'hui, la Belgique est gouvernée par 9 différents partis politiques. Il y a 9 partis qui sont quelque part à un certain niveau au pouvoir. Et ça veut donc dire, bon, puisque la Belgique c'est un territoire quand même assez limité, quoi le parti que les d'opposition en compétences Belgique sont distribuées pas toujours de façon très cohérente, que tous ces partis doivent travailler ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai que comme ça, il n'y a plus vraiment de parti d'opposition. En Belgique francophone, en fait, il n'y a pas de parti d'opposition. Il n'y a que, oui, plus ou moins le FDF, mais bon, c'est qu'à Bruxelles, et qui les prend encore au sérieux, je ne sais pas. Mais, donc c'est vrai que écolo, là, il peut dire, ah oui, le gouvernement fédéral, c'est mauvais, mais alors ils sont quand même au niveau régional. Les gens ne savent pas très bien qui est où et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a sur ce point-là, mais je ne crois pas que le système majoritaire c'est la grande solution. Par contre, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christian Berendt. Je crois que une des vraies anormalités, on pourrait dire, dans le système belge, c'est le manque de partis nationaux. Je crois que ça crée aussi de la polarisation. Et moi, je suis déjà depuis très longtemps partisan de l'introduction d'une circonscription fédérale qui obligerait tous les partis qui veulent gouverner au niveau fédéral, qui veulent prendre des décisions pour tous les Belges, aussi de se présenter et d'être responsable devant tous les électeurs belges. Aujourd'hui, on peut très bien, comme parti politique, décider de gouverner tous les Belges et quand même de se présenter et d'avoir des voix que dans une des 2 communautés. Donc c'est très bien pour les partis politiques, ils ont la liberté de faire cela. C'est pas très bien pour les électeurs qui n'ont pas la liberté de sanctionner ou d'applaudir aux élections tous les partis qui les gouvernent. Donc je crois que ça, ce serait... Et si on peut un peu terminer sur une note un peu quand même plus positive, hein, je me rappelle que cette idée de circonscription fédérale, il y a 10 ans, quand j'en parlais parfois comme ça avec des politiques, on me regardait comme ça, comme quelqu'un qui venait de Mars, un académique dans sa tour d'ivoire qui n'a rien compris à la réalité politique et tout ça. Bon, entre-temps, ça a quand même un peu évolué. Le Premier ministre est pour, son parti est pour, le président du PS est pour. Les libéraux, déjà depuis des années, sont pour. Des 2 côtés de la frontière linguistique, les écologistes aussi.
Il y a aussi beaucoup de faiseurs d'opinion quand même qui se sont prononcés en faveur de cette proposition. C'est toujours pas très réaliste pour l'instant. C'est pas très réaliste de trouver la majorité nécessaire des 2/3 et dans chaque groupe linguistique pour l'instant. Mais il y a quand même une avancée sur ce point. Ça veut quand même dire qu'il y a aussi une certaine volonté, au moins chez certains acteurs politiques, chez certains responsables politiques, chez certains participants au débat public en Belgique, pour trouver des solutions pour mieux faire fonctionner le système fédéral. Donc c'est quand même aussi une tendance à l'inverse de tout ce qui va dans le sens d'une évaporation ou d'une désintégration. Voilà, on a réussi à terminer sur une note optimiste. Donc Belgique Covadis, moi je répondrais, c'est pas gagné. Mais enfin, c'est pas totalement perdu. Oui, mais non, comme diraient nos amis belges. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Je remercie le public d'avoir été attentif. Un débat qui était quand même parfois un peu technique quand même, mais tu t'es bien retenu quand même, je dois le reconnaître. On sentait que ça poussait, mais il s'est retenu. Donc bravo Christian Bérette, merci Dave Sinardé, merci à vous et à bientôt. Merci.